Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais évidemment remercier Sylvika et la Bilipo de m'inviter à parler aujourd'hui de Paris Match. Et je voudrais aussi remercier Marie-Ève Terranti, qui est ici même, parce qu'elle m'a invitée à participer à ce cycle sur l'histoire de la presse, par le prisme, histoire de la presse, par le prisme de trois notions, le fait divers, l'actualité et le sensationnalisme. Donc avant d'en venir en fait au cœur du sujet, je vais essayer de préciser un petit peu le cadre de mon intervention, consacrée donc au Paris Match des années 50. C'est vraiment la décennie 1949-1959. Alors comment cette recherche est née et pourquoi je me suis intéressée à Paris Match? Avec Marie-Ève Terranti et une partie de l'équipe d'un projet qui s'appelle Numa Presse et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, dite ANR. On travaille en fait en équipe depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, sur les hebdomadaires d'information au XXe siècle. Et donc on a connu une phase où on s'est d'abord intéressé aux hebdomadaires des années 30. Voilà, ça marche, formidable. C'est ce que vous voyez là, donc avec Candide, Gringoire, Marianne, mais également Vue, Voilà et Regard. Donc ça a constitué une première phase d'études avant de nous plonger dans la décennie 1950 avec 4 hebdomadaires en particulier, Paris Match, Radar, France Observateur et l'Express. Alors tous ces travaux, on les a présentés notamment lors de 3 journées d'études, enfin de 3 événements qui ont été organisés. Alors le premier en avril 2019 à Montpellier, où on a organisé avec Marie-Ève une journée d'études sur Paris Match, le poids des mots, le choc des photos donc. Une deuxième, deux journées ont été organisées par Dominique Khalifa à l'université Panthéon-Sorbonne les 13 et 14 juin 2019. Et enfin, une journée d'études encore en février 2021. Elle avait été repoussée en raison du Covid, comme beaucoup de choses, beaucoup d'événements scientifiques, donc consacrés aux hebdomadaires d'information, où on a donc travaillé sur les 4 hebdomadaires que je vous ai montrés précédemment, Paris Match, Radar, France Observateur et l'Express. Donc mon intervention d'aujourd'hui se situe dans la continuité de ces travaux collectifs dont je vais rendre compte, et donc cette intervention n'aurait pas été possible sans un énorme travail, je le souligne parce que c'est important, c'est la cuisine un petit peu de la recherche aussi universitaire, donc sans l'énorme travail d'un groupe de chercheurs, notamment de Montpellier, de jeunes chercheurs qui ont numérisé en fait massivement la décennie Paris Match. Et donc je remercie en particulier Nejma Omari, qui est doctorante à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et qui, si elle m'écoute, m'entendra donc la remercier pour tout ce travail qu'elle a fait. Donc grâce à cette numérisation, le post-doctorant du projet Numa Presse dont je vous ai parlé, qui s'appelle Pierre-Carl Langlais, a développé un explorateur, ce qu'il appelle un explorateur, qui est une plateforme numérique dans laquelle toute la décennie Paris Match est concentrée. Et sur cette plateforme, l'avantage pour nous, chercheuses et chercheurs, c'est qu'on peut taper des mots-clés qui nous permettent de faire émerger tous les mots-clés de faits divers, j'en reparlerai tout à l'heure, toutes les mentions du crime, criminel, enfin ce qu'on veut. Et donc cet explorateur a été très utile pour nous, et donc ma conférence aujourd'hui en est le résultat. Donc voilà pour la généalogie de ce travail. J'en viens maintenant au thème qui constitue le fil rouge des 4 conférences du cycle. Aujourd'hui, c'est donc la 4e. Actualité, faits divers, sensationnalisme. Alors peut-être que la présence de cet hebdomadaire d'actualité, Paris Match, peut étonner par rapport aux 3 rencontres précédentes, et peut-être que Paris Match peut étonner à la Bilipo. Il y a eu d'abord Amélie Chabrier qui a parlé d'une grande affaire criminelle du 19e. Valérie Stiénon a présenté ensuite L'œil de la police, et Marie-Ève Terranti, donc il y a 15 jours ici même, a présenté un travail sur le détective des années 50, quand l'hebdomadaire donc est passé de Gallimard chez Nuit et Jour. Alors par rapport à ces 3 sujets ou périodiques qui sont spécialisés en faits divers et en affaires criminelles, Paris Match évidemment se distingue. C'est un hebdomadaire d'actualité, dans lequel le fait divers et les récits criminels n'ont pas une place prépondérante et pas du tout une place dominante en regard du reste des sujets. Alors cependant,
Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un hebdomadaire dont la ligne éditoriale se définit par le sensationnalisme. Un sensationnalisme d'ailleurs qui va croître au fil de la décennie 50, parce qu'il va s'accompagner de ce qu'on va appeler une pipolisation de l'information, une information qui devient de plus en plus people. Et on va voir ensemble, évidemment, ce que donne le fait divers dans ce contexte. Alors, il me semblait intéressant d'étudier avec Paris Match comment s'articule en fait le fait divers, l'actualité et le sensationnalisme, cette fois dans un hebdomadaire non spécialisé à gros tirage. Donc, les questions que je vais me poser, c'est comment définir le sensationnalisme façon Paris Match ? Quelle représentation du crime Paris Match fabrique-t-il, étant donné que ce n'est pas du tout un hebdomadaire de crime? Comment sont traités les faits divers par rapport au reste de l'actualité? Tout ce type de questions donc, va constituer le fil rouge de mon intervention. Alors en ce qui concerne Paris Match, précisément parce que ce n'est pas un hebdomadaire de faits divers, il est nécessaire en fait de replacer les représentations du crime dans un discours sensationnaliste plus vaste qui dépasse la question du fait divers pour deux raisons et avec deux objectifs. Premier objectif, il s'agit de comprendre comment ces crimes, ces faits divers s'articulent au reste du journal et au reste du réel représenté. Deuxième objectif, analyser leur spécificité au sein du grand récit de l'actualité que Paris Match donc propose sous le signe de cette fameuse formule, le poids des mots et le choc des photos. Alors je vous propose pour aujourd'hui d'avancer dans mon propos en 3 temps. Un premier temps qui va retracer l'histoire de l'hebdomadaire, de sa ligne éditoriale, de sa maquette aussi et des jeux visuels qu'il va inventer. Et donc ici, ce premier temps historique est le résultat des recherches qu'on a menées avec Marielle, donc je lui fais un petit clin d'œil en passant. Deuxième temps de mon intervention, donc un temps consacré à la représentation, visuelle surtout, mais pas seulement, on le verra, des faits divers et des affaires criminelles, les grandes affaires criminelles de la décennie 50. Et un troisième point, où en fait, à partir d'une comparaison entre le traitement des faits divers d'une part, et le traitement du reste de l'actualité d'autre part dans Paris Match, je vais tenter de définir ce que j'appellerais un sensationnalisme de l'ordinaire, qui me semble un petit peu la marque de fabrique de Paris Match. Et ce sensationnalisme de l'ordinaire, d'ailleurs, n'est pas sans lien avec le sensationnalisme bridé dont a parlé Marie-Ève la semaine dernière, comme s'il y avait une sorte de frein, j'anticipe un petit peu, mais comme s'il y avait une forme de frein dans les années 50 à la représentation du sensationnel. Alors, premier point, donc, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Alors tout d'abord, une toute petite précision factuelle sur cette expression que l'on connaît, qui est célèbre. Ce slogan, donc, en fait, est postérieur à la période qu'on étudie aujourd'hui, puisqu'il a été inventé par Roger Théron au moment où Daniel Philippaki va reprendre l'hebdomadaire en 1976, mais dans la mesure où il correspond très bien aussi à notre décennie, c'est très commode pour penser, disons, les représentations de Paris Match dans les années 50. Alors Paris Match est lancé le 25 mars 1949 par Jean Prouvost, et même si le titre est neuf alors, en 1949, bon, il y a une petite histoire, une préhistoire du journal qu'il faut connaître pour bien comprendre les enjeux de ce que je vous expliquerai dans un deuxième temps. Alors Jean Prouvost, vous le savez sans doute, est un patron de presse de l'entre-deux-guerres qui a notamment relancé le quotidien Paris Soir. Paris Soir qui avait une recette qui marchait très bien et qui va être reprise dans Paris Match, à savoir un mélange entre du reportage, de la photographie et la convocation d'écrivains de renom. Alors dans un éditorial qu'il donne à Paris Soir le 2 mai 1931, voici ce que Prouvost écrit. Tout grand journal d'information tente à placer à côté de la nouvelle le document photographique qui non seulement l'authentifie, mais en donne la physionomie exacte. Et donc on voit ici tout de suite l'importance de l'aspect visuel de l'information qu'on retrouvera évidemment, qui sera massif, dans Paris Match. Alors l'équipe de direction de Paris Soir va se retrouver donc une quinzaine d'années plus tard au lancement de Paris Match. On peut citer Pierre Lazareff, Hervé Mie, Gaston Bonheur, Raymond Cartier, Roger Théron, etc. Je ne les cite pas tous, la liste est longue. En 1936, Jean Prouvost va donc racheter l'Intransigeant et va hériter avec l'Intransigeant de Match
le magazine sportif supplément de ce quotidien. Il le transforme le 7 juillet 1936 en magazine général d'information, et cette transformation va apporter le succès puisque les tirages vont atteindre 1 400 000 exemplaires en octobre 1939, avant que le journal se saborde avec l'entrée des Allemands. Une grande partie de la rédaction des journaux Prouveau d'avant-guerre, les journaux Prouveau correspondent à Marie-Claire, Paris Soir et Match, donc une grande partie de la rédaction va se retrouver dans les journaux de la Libération. Et je cite ici les souvenirs de Guillaume Hanoteau dans la fabuleuse histoire de Paris Match parue en 1976. Sur les 167 rédacteurs figurant en 40 sur les états du groupe Prouveau, 44 à la Libération étaient devenus directeurs, rédacteurs en chef ou membres des comités de rédaction. Donc voilà pour une première ligne généalogique, celle de Paris Soir. Deuxième ligne généalogique de Paris Match, c'est la ligne des magazines photographiques d'actualité des années 30, avec Vue lancée en 1928, Voilà en 1931 et Regard en 1933. On peut évidemment penser également pour Paris Match au Life américain créé en 1936. Alors évidemment, ne serait-ce que l'identité de couleur, le logo, etc. fait penser, Paris Match s'en souviendra, évidemment. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est que Life a en quelque sorte inventé la notion d'essai photographique. L'essai photographique, c'est une série ou un groupement d'images qui vont témoigner d'un même sujet et qui sont publiées en fait sur la même page et qui donc racontent en quelque sorte en images, en photo, un événement, une actualité, une information. Et donc c'est Life qui, de ce point de vue, va inventer l'idée que la photographie peut devenir un moyen d'expression avec un style propre, etc. Et Paris Match, là encore, s'en souviendra. Donc les magazines photographiques, Vue, Voilà, Regard et Life, sont la deuxième généalogie forte qui explique la naissance de Paris Match. Prouveau, donc, on en vient ici, Prouveau lance Paris Match, donc le 25 mars 1949, comme je l'ai dit, avec ce logo. Prix de vente, comme vous le voyez peut-être, c'est peut-être loin pour vous, mais prix de vente en bas à droite, 50 francs. Alors au départ, la réussite n'est pas tout à fait au rendez-vous, puisque le magazine a un tirage de 300 000 exemplaires au printemps 49, et ce tirage baisse à 200 000 à la fin de l'année. Donc au départ, le succès n'est pas là, mais c'est avec ce numéro du 19 août 1950 que Paris Match explose ses ventes, puisque le magazine remonte à 320 000 exemplaires vendus, avec cette aventure himalayenne d'une poignée d'alpinistes français, donc Maurice Herzog, Louis Lachenal, Lionel Terré et Gaston Rebuffat. Paris Match publie le reportage photographique de Marcel Ichac, l'homme des sommets, qui accompagne l'expédition et qui va donc proposer un très long reportage photographique qui, évidemment, consacre aussi bien les alpinistes que le photographe lui-même, qui est monté avec eux, qui est parti à l'aventure également, j'y reviendrai plus tard. Le succès suivant de Paris Match est dû ici à cette une du 4 août 1951, à la mort du maréchal Pétain, puisque lorsqu'elle apprend son décès, la rédaction de Paris Match décide d'interrompre la fabrication du numéro pour changer sa une. Alors évidemment, impossible à cette époque-là de publier en une photo, un portrait du maréchal. Et donc le magazine, ici, choisit la métonymie et choisit de représenter la mort du maréchal ainsi. Le tirage, 585 000 exemplaires, donc succès là encore de ce numéro. Dernier succès que j'évoquerai, de manière générale, ce sont toutes les unes consacrées à la monarchie, aux têtes couronnées. Je pense que ça a aussi peut-être encore du succès aujourd'hui, mais en tout cas c'est le cas dans les années 50 et notamment au couronnement d'Élisabeth en 53. Alors là, le tirage est massif, 1 400 000 exemplaires. C'est un immense succès pour Paris Match. Ce qu'on voit donc, c'est que Jean Prouveau, au début de Paris Match, a très tôt compris donc l'importance de l'image au sein du journal et il a voulu faire en sorte que Paris Match
frappe l'œil autant que l'esprit. D'où ensuite, plus tard, évidemment, cette formule. Mais la formule qui a été inventée, plus tard, comme je l'ai dit, évidemment, elle s'invente aussi sur ce qu'est la réalité du magazine auparavant, à savoir, déjà à cette époque-là, produire des photochocs, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, du point de vue de la maquette, si on doit décrire un petit peu matériellement à quoi ressemble Paris Match, on constate dans la décennie que j'ai étudiée, 49-59, que la maquette se constitue progressivement et que ce qui est assez étonnant, c'est que les rubriques ne jouent pas un rôle fondamental dans l'organisation de l'information Paris Match. Dans le numéro 1, par exemple, je n'ai pas mis l'image ici parce que ça aurait été un défilé vraiment très long, mais dans le numéro 1, on va trouver une rubrique actualité, une rubrique Affaires de France, une rubrique Nouvelles et Hommes, mode, spectacle, etc. etc. Mais quand on regarde, ces rubriques sont en fait très succinctes. Très peu d'articles sont intégrés dans ces rubriques et la plupart des articles en fait sont hors rubrique. Donc la rubrique n'est pas véritablement un mode d'organisation de l'information très efficace dans Paris Match, sauf quand le courrier des lecteurs notamment va être intégré. Ça c'est une rubrique constante et importante. De même que 2 rubriques consacrées aux célébrités, le Journal de Paris d'une part et Elles et Eux d'autre part, qui là alors sont des rubriques en revanche très suivies, très complètes et très constantes sur la décennie. Alors si la rubrique ne fait pas vraiment partie en fait de la poétique éditoriale du magazine, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci de hiérarchisation de l'information. Et la hiérarchisation de l'information dans Paris Match, elle va apparaître avec les jeux de titres, de sous-titres, des petits sommaires à l'intérieur des pages, une sorte de table des matières parfois aussi annoncée dès la couverture, etc. Donc on a tout de même, évidemment, une organisation de l'information, mais qui passe plutôt, disons, par un jeu de titraille que par successif, de niveau de titre, que par un rubricage strict. Du côté des sujets maintenant. Alors du côté des sujets, c'est évident que immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les premiers sujets sont consacrés à l'histoire, à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et c'est assez important au début des années 50. Progressivement, l'histoire au présent va remplacer l'effort de mémoire, et donc on va avoir une histoire qui prend en compte les enjeux mondiaux, donc la Chine, la guerre froide, les communismes, etc. Et c'est dans ces articles-là que Paris Match va développer un discours atlantiste très fort, c'est la ligne politique de Paris Match, sans ambiguïté, un discours atlantiste récurrent. Alors les unes vont faire apparaître quelques sujets favoris de Paris Match, et ces sujets favoris en fait peuvent être synthétisés par une formule qu'a Guillaume Anoto dans ses souvenirs. Il a cette formule, le pape ou la jolie fille. Et effectivement, les unes de Paris Match, tout au long des années 50, alternent. Il y a très souvent le pape, il y a très souvent des actrices, des chanteuses, etc. Et donc on a une sorte de mouvement un peu pendulaire entre ces types de sujets. Alors d'ailleurs, à propos des jolies filles, on ne peut pas dire que Paris Match développe une représentation progressiste de la femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous donne simplement un exemple, au mariage de Françoise Sagan en 1958. Donc vous voyez à gauche, la lune de miel commence sous les flashs. Elle s'est mariée à droite, nouveau personnage de la romancière aux millions, Popote. Avec donc, elle porte un plat, voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres du discours de Paris Match à l'égard des femmes. Bon. Donc parmi les sujets favoris, je l'ai dit, l'église, ce qu'on appelle alors les pin-up, donc Brigitte Bardot, Michel Morgan sont très souvent représentés dans Paris Match, la monarchie britannique notamment, les playboys sportifs, acteurs de cinéma, Marcel Cerdan par exemple est très souvent représenté dans Paris Match, certains écrivains également. Alors de manière un peu étonnante, enfin en tout cas peut-être pour les littéraires, ce qui est étonnant c'est de voir Sartre, qui est un des favoris de Paris Match, je vous montrerai une image après, mais on trouve aussi Mauriac et Françoise Sagan évidemment, dont la vie privée, enfin toute la vie privée de Françoise Sagan évidemment intéresse beaucoup Paris Match. Alors toutes ces célébrités affichées à la une participent en fait du processus de starisation en fait, qui s'accentue au fil de la décennie,
avec donc une pipolisation du magazine. Et ici, donc, je vous donne une petite mosaïque de une de Paris Match, dans la décennie qui nous intéresse. Et donc, vous voyez Marcel Cerdan en bas, dans l'intimité de la famille d'Angleterre, en bas à gauche. Vous avez Brigitte Bardot, très jeune, en haut, Churchill, le pape. Enfin, vous voyez, tous les sujets que j'ai évoqués se retrouvent ici, donc à peu près représentés. En une, vous avez Gide également, en bas. Le film des derniers jours d'André Gide, avec André Gide représenté le stylo à la main, en train d'écrire dans une pose un petit peu stéréotypée de l'écrivain au travail. Alors, cependant, ce qui a sans doute peut-être un petit peu moins été étudié ou vu dans Paris Match, c'est aussi la dimension littéraire donc de ce magazine. Ça peut étonner, hein, évidemment, mais ça existe. Alors, comme je vous le disais, Sartre ici, qui est un des écrivains favoris de Paris Match, on a un grand article. Sartre abandonne son café après avoir lancé une philosophie, une mode et un quartier. Rien que ça. On a une photo de Simone de Beauvoir ici également. Mais au-delà de cette starification un peu de l'écrivain dans les années 50, ce qui est important aussi, c'est la forte feuilletonisation des actualités et des vies des célébrités. Alors cette feuilletonisation des célébrités, de leur vie, elle passe par une expression qui est très récurrente et qui avait d'ailleurs beaucoup intéressé Marie-Ève il y a 2 ans, maintenant un peu plus. L'expression, c'est le roman 2. Le roman de Sartre, le roman de l'aventure de Sagan, etc. Vous voyez, cette expression figée, le roman 2, est récurrente tout au long de la décennie et elle trouve son pendant visuel. C'est celui qu'on a vu par exemple ici. Vous voyez, le film des derniers jours d'André Gide, on a le roman 2 pour la dimension textuelle et on a le film 2 qui, du côté de la photographie et la traduction visuelle de cet effet que Marie-Ève avait appelé le romancement, et qu'on retrouve également du côté de la photographie. Alors justement, ce romancement, ce roman, c'est aussi en fait celui que construit Paris Match par rapport à lui-même. C'est-à-dire que Paris Match se représente, se romance son histoire, et cela passe notamment par les reporters et les photographes qui sont très fortement héroïsés en fait dans Paris Match, notamment évidemment dans le contexte de conflits, que ce soit en Corée, en Indochine ou en Algérie, où les photographes de Paris Match sont représentés comme de véritables héros de guerre, hein, au même titre que les soldats. Leurs corps sont engagés sur le terrain, et la prise de risque des photographes est couramment mise en scène dans une logique qui est aussi une logique d'autopromotion de l'hebdomadaire, qui va passer en premier lieu par le grand reportage. Et on verra tout à l'heure, quand je vais analyser les affaires criminelles, qu'on a un même processus d'héroïsation des photographes. Au-delà des lieux de conflit, le reporter et le photographe sont partout mis en valeur pour leur courage, leur exploit, parfois leur côté un petit peu playboy. Et c'est ce qu'on a ici, où Paris Match devient Paris Flash chez Hergé. Bonjour professeur, permettez-nous de nous présenter Jean-Loup de la Batellerie et Walter Risotto de Paris Flash. Paris Flash, c'est évidemment Paris Match. Et sous Walter Risotto, il faut comprendre d'une part Walter Caron, en haut, qui était un photographe très important de Paris Match, et d'autre part en bas, Willy Rizzo, deuxième grand photographe de Paris Match, très récurrent, dont le nom vraiment sature l'espace, en tout cas dans la décennie 50. Alors, à cet égard, vous aurez compris que cet exemple fait le lien avec ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que la photographie, bien sûr, joue un rôle fondamental dans Paris Match. Peu à peu, on va voir se développer dans les colonnes de Paris Match une recherche d'effets visuels, une esthétique un peu plus travaillée, plus diverse aussi en fonction des photographes. Des effets de mosaïque, des effets de flou, des effets de bandeau, des effets de filigrane, comme vous voyez à droite, des prises sur le vif, des photos documentaires, jusqu'à la photo artiste. Et donc ce qu'on voit, c'est que la page dans Paris Match devient une sorte de tableau photographique avec d'une part une recherche d'effets documentaires, c'est ce qu'on voit ici à gauche,
sans pare-brise, le corps ne résiste pas à 700 km/h et on a une sorte de décomposition un petit peu presque chronophotographique ici du visage de l'homme où on simule ce que ça donne à 700 km/h. Et à droite, on a un deuxième pôle qui se développe dans Paris Match, qui est le pôle artistique. Et l'on voit ici une photo qui, je la mets parce que c'est une de mes préférées en fait dans Paris Match, c'est une photo d'Isis qui est ici représentée. Isis qui est aussi un photographe récurrent dans Paris Match. Alors la double visée narrative et iconographique de Paris Match est le produit, je l'ai dit, de la rencontre entre deux généalogies, l'empire médiatique de Prouveau d'une part, et les magazines d'images, les Picture Magazines d'autre part. Alors Prouveau va chercher avec Hervé Mille et André Lacaze une formule photojournalistique pour Paris Match qui va mêler magazines d'actualité, hebdomadaires illustrés et magazines féminins. Alors au cœur de ce dispositif, l'image va faire le succès évidemment de Paris Match, mais pour ça il faut du personnel. Et donc il va s'agir d'engager, d'aller chercher des photographes. Et donc de ce point de vue, Paris Match va se doter très rapidement d'une petite armée d'étoiles montantes de la photographie. Et par exemple, Willy Rizzo, que j'ai montré tout à l'heure, va être embauché par Hervé Mille, qu'il a repéré à New York. Il a 26 ans, il est à New York, il a déjà fondé une agence et il photographie déjà des célébrités, donc il est déjà connu. Et donc on va aller le chercher pour l'engager à Paris Match. Walter Caron, que vous avez vu également, va être lui engagé par André Lacaze alors qu'il travaille pour France Dimanche. Alors tous ces jeunes gens, qui sont dans la vingtaine, sont dynamiques, courageux, effrontés, vont participer donc à la mythologie du photographe qui va se construire progressivement dans Paris Match. Et je cite ici les souvenirs de Guillaume Anoto encore à ce propos. Le plus souvent, à la terrasse de la Belle Ferronnière, le café en face du journal, leur appareil photo en bandoulière comme carte de visite, les photographes engageaient la conversation avec une jolie fille. Encore, vous voyez. Et à la troisième phrase, lui demandaient si elle ne désirerait pas avoir sa photo dans Paris Match. Alors, bien sûr, les photographes ne sont pas que des séducteurs, hein, et leurs objectifs, leurs appareils ne sont pas que des pièges à jolies filles. Selon Anoto, outre cette dimension séductrice, c'est la jeunesse, etc., de ces photographes, tous ces photographes appartiendraient, selon lui, à une nouvelle génération qui serait un petit peu différente de, je cite, hein, les Kessel et les Bringuier, parce que chez eux, l'aventure est un destin. Alors, évidemment que cette citation, cette interprétation d'Anoto est contestable à de multiples égards, parce que considérer que Willy Rizzo ou Walter Caron ont un sens de l'aventure plus développé que Joseph Kessel, il faut quand même, voilà, évidemment, c'est pas juste. Bon, c'est pas juste du tout, mais il n'empêche que c'est quand même intéressant. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que ça montre que ce qui préoccupe dans la décennie 50 Paris Match, ça va être d'une part cet aspect un peu playboy, jolie fille, etc. Mais que d'autre part, il y a quand même toujours hein, une attirance et une dynamique du côté de l'aventure, de la couverture des conflits, etc. Et ce qui rappelle donc la veine, évidemment, Kessel, Bringuier, etc. Donc, c'est ce que, dans le travail que j'avais mené sur Paris Match, j'avais appelé le chic et le choc. C'est-à-dire le chic, voilà, la séduction, et le choc, les conflits, l'aventure, etc. Alors, de ce point de vue, la décennie 49-59 est particulièrement intéressante à interroger en lecture cursive, c'est-à-dire en lecture continue, vraiment quand on lit numéro après numéro, car elle fait apparaître cette décennie l'élaboration progressive d'une grammaire iconique et d'une identité photographique un petit peu à double tête. Pour le magazine Paris Match, il s'agit de proposer d'une part des images chocs qui attirent le regard, qui créent du sensationnalisme. Et ce sensationnalisme, il est le résultat soit du sujet de la photographie, qui choque le lecteur, soit très souvent, et peut-être qu'on l'attendrait moins, le sensationnalisme est le résultat de l'exploit technique de la photo. C'est-à-dire que la photo arrive à capter quelque chose qu'on ne pensait pas possible, et ça crée le sensationnel. Donc en deux mots, la photo choc, c'est soit le scoop ou l'image choquante, soit l'exploit photographique. Il y a deux manières d'être choc dans Paris Match. D'autre part, le magazine va proposer une multitude de photos chic,
comme en témoigne donc le top des personnalités représentées que je vous ai montré tout à l'heure, l'aristocratie, avec ses romans de princesses, de princes, etc., les vedettes du cinéma et de la chanson, les chefs d'État, le pape, tout cela participe plutôt de la photo chic. Alors dans le viseur du chic, de Paris Match, c'est évidemment le même lectorat que Marie-Claire et elle que Paris Match essaye de séduire. Paris Match, en fait, essaye de séduire les femmes, c'est assez net quand on lit l'hebdomadaire, avec des photographies de prêt-à-porter, de défilés de mode, de cuisine. Il y a énormément de cuisine dans Paris Match. Paris Match fait la promotion de tout ce que les foyers, tout ce dont les foyers pourraient se doter pour avoir un confort, disons, matériel dans le foyer plus grand. Alors cependant, entre ce chic et ce choc, une recherche lexicale dans le fameux explorateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, la plateforme numérique, nous montre qu'il y a un déséquilibre. Il y a 800 à peu près, 800 occurrences du terme choc, et il y en a seulement 400 du terme chic. Alors on se dit, bon, Paris Match, finalement, malgré ces unes, serait donc plutôt choc que chic, finalement. C'est ce qu'on peut se dire. Et effectivement, le choc de la photographie correspond dans Paris Match à une poétique, qu'on pourrait dire une poétique de l'effet, presque constante. Il s'agit de provoquer un effet, de produire un effet sur le lecteur. Et en effet, cet effet, il est construit sur la forte dramatisation des actualités. On nous raconte évidemment les drames de guerre, vous le voyez ici, Corée, Indochine, Algérie, les drames des sportifs également, comme vous le voyez là, avec une chute pendant le Tour de France. On a aussi les défaites de telle ou telle star de la boxe. La boxe est un des grands sports représentés également dans Paris Match. On a les romans des progrès médicaux, où on voit ici la première opération à cœur ouvert d'une petite fille, où on voit la table d'opération, ce qui évidemment aujourd'hui n'aurait pas lieu dans le journal. On voit aussi comment les frontières du représentable ont bougé depuis les années 50. On a également le film de la vie de telle ou telle personnalité, et ici, l'accident de François Sagan, qui va évidemment donner lieu à énormément de photographies à ce moment-là. Alors ces effets dramatiques sont favorisés par une large propension du magazine, et plus globalement de l'époque, des années 50, à la représentation de corps souffrants, de corps blessés, de corps amputés ou ouverts. Il y a dans Paris Match beaucoup de cadavres, c'est assez... je sais que la première fois que je suis entrée en lecture cursive dans cette décennie, ça m'a beaucoup interpellée, la présence de tous ces cadavres représentés, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout évidemment dominant dans le magazine. Bon. Donc toutes ces photographies-là construisent évidemment ce choc des photos qu'a souhaité Paris Match. Alors, ces deux pôles que j'ai essayé de vous montrer là rapidement, le chic et le choc, quelque chose de plus... qui va aller plutôt vers la recherche artistique d'une part, et quelque chose qui va plutôt vers le drame d'autre part, est très utile pour penser les faits divers et les affaires criminelles. Et ça va donc être mon deuxième point. Faits divers et affaires criminelles dans Paris Match, mais les photos ne sont pas là où... Enfin, disons que l'effet photographique n'est pas peut-être là où on le croit. Alors Paris Match, donc je l'ai dit en introduction, n'est pas un hebdomadaire consacré aux faits divers, mais à l'actualité en général. Donc en fait, il n'est pas étonnant de trouver assez peu d'articles consacrés a priori aux faits divers, aux crimes, etc. J'ai donc fait l'expérience d'entrer le terme fait divers dans cette fameuse plateforme, dont vous voyez ici une image, et seules 90 occurrences sortent quand on entre le terme fait divers, ce qui est assez étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a plus de 400 occurrences en revanche du terme crime et une centaine du terme criminel. Donc on a là un déséquilibre qui étonne un peu en début de recherche, parce que d'un côté seulement 90 faits divers et d'autre part des centaines de crimes, de criminels. Alors on se dit mais comment expliquer ce déséquilibre numéraire au point que, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que sans doute la plus célèbre affaire des années 50, c'est-à-dire l'affaire Dominici, il y a je vais m'y arrêter tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais ce qui est étonnant, c'est que Paris Match consacre une quinzaine de très très longs articles à l'affaire Dominici, mais une seule fois, le mot fait divers est prononcé. C'est-à-dire que si on entre
dans l'explorateur ici par le mot fait divers, on peut presque passer à côté de l'affaire Dominici, ce qui est, l'effet ici est complètement fou pour un chercheur, dans le sens où on s'attend à ce que ce soit, quand on tape fait divers pour les années 50, à ce que ce soit tout Dominici qui sort, pas du tout. On n'a qu'une seule fois un article sur les 90 qui sort de l'affaire Dominici. Alors pourquoi? Je vais essayer d'y répondre au fil de mon développement, mais ce qui est évident, c'est que Paris Match évite le fait divers et formule le fait de l'éviter. C'est-à-dire que Paris Match prend en compte les crimes, mais traite les crimes en revendiquant le fait de ne pas les traiter comme des faits divers. Ce sont des affaires criminelles, ce ne sont pas des faits divers, parce que Paris Match est plus sérieux que cela. C'est en quelque sorte la rhétorique qui est développée à ce propos, et j'y reviendrai après. Alors, effectivement, les grandes affaires de la décennie sont bien couvertes par l'hebdomadaire, Dominici, l'affaire Lacaze, dont a parlé Marie-Ève la semaine dernière également, l'affaire Guy Trébert aussi, qui est confondue par le portrait robot qu'a réalisé Angelo Di Marco, et dont a parlé Marie-Ève aussi il y a 15 jours. Et hormis ces grandes affaires, on a aussi des faits divers locaux qui intéressent Paris Match. Par exemple, cette histoire de Tristan et Iseux à Palavas, c'est-à-dire 2 étudiants en médecine à Nîmes qui sont noyés un soir de tempête sur une plage de Palavas-les-Flots. On trouve également, par exemple, des chiens héroïques, comme ici Costo, le chien d'aveugle qui a sauvé Christiane. Il est question, dans un autre fait divers, d'une petite fille assassinée dans une lessiveuse. Paris Match représente également des affaires anglaises. Il y a un tropisme assez fort vers les affaires anglaises, avec Scotland Yard en vedette, comme ici sur l'affaire McLean-Burgess à Saint-Malo à gauche, avec le médecin des veuves qui était ma photo de couverture à droite, et au milieu, cet avatar de Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors vous le voyez, les faits divers sont quand même présents dans Paris Match, locaux, nationaux, français, anglais, etc. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut dégager une média poétique du fait divers et du crime dans Paris Match? Et je reprends le terme de média poétique à Marie-Ève qui l'a défini il y a 15 jours. Donc oui, c'est bien le cas, on peut définir quelque chose, un prototype, en quelque sorte un type dans la représentation du crime et du fait divers dans Paris Match. Alors, la première chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que la fonction documentaire domine largement la photographie de faits divers et de crimes dans Paris Match. En fait, mon titre était un peu, il est un peu déceptif, finalement, le titre de mon intervention aujourd'hui sur les images sensationnelles, parce qu'en fait, on trouve peu de photos a priori sensationnelles dans Paris Match, ce qui apparaît somme toute logique pour un hebdomadaire, puisqu'un hebdomadaire, par définition, arrive toujours après la bataille, par rapport à un quotidien. Paris Match en a d'ailleurs conscience, puisque le 27 décembre 1952, en pleine affaire Dominici, dans des pages consacrées, vous le voyez, aux photographies qui sont arrivées trop tard, où vous avez ici une photographie de Dominici, un Gustave se trouve derrière le cheval, et on est donc sur la fameuse route de Lurs. Voici ce que dit Paris Match. Pour un quotidien, l'actualité est permanente, toujours recommencée. Pour un hebdomadaire, elle a des caprices. Elle fait éclater un incendie quand le numéro est terminé et il est éteint pour le numéro suivant. Dans cette loterie de 52 semaines, il y a beaucoup de perdants. Ce sont souvent des documents excellents, mais ils arrivent trop tard et se fanent avant même de paraître. Nous les classons dans le dossier des photos malchanceuses. Donc vous voyez que non seulement Paris Match a conscience de la problématique temporelle en tant qu'hebdomadaire, difficile d'avoir la photo sensationnelle quand on est toujours en retard, mais d'autre part, vous voyez qu'ici, la photo, elle a très franchement rien de spectaculaire. C'est une photo documentaire, une photo dont la fonction est documentaire et dont la fonction est de renseigner sur le décor, le réel, la réalité sur laquelle s'enlève l'affaire. Donc presque toujours en retard, l'hebdomadaire Paris Match va compenser sa course perdue à l'actualité en se donnant une mission de dévoilement des coulisses de l'affaire.
Paris Match va moins se concentrer sur l'événement et ses rebondissements que sur la réalité sociale, géographique et humaine sur laquelle telle ou telle affaire s'enlève. Alors c'est sans doute cette dominante finalement plus naturaliste que sensationnelle, plus documentaire que spectaculaire, qui explique aussi que Paris Match finalement parle très peu de récits de crimes en tant que faits divers, parce qu'il se situe plutôt dans les coulisses que dans l'exposition de l'événement. Alors pour satisfaire cette mission documentaire, Paris Match représente essentiellement des visages et des lieux. Et ces visages et ces lieux ont une fonction d'identification. Par exemple, le journal va présenter les acteurs du drame, va planter le décor. Vous le voyez ici, un premier exemple, une photo de l'hôtel où le crime s'est passé, la cour intérieure, la chambre, le locataire. Donc ici, on est sur les lieux. Ici, sur cette autre affaire, on a les visages qui sont représentés sur la page de droite. De même encore ici, alors là c'est la contraction des deux, vous avez à la fois les lieux, et puis vous avez ce regard là à droite qui est représenté. Alors des séries sont construites d'affaire en affaire, et plusieurs photographies donc se font suite selon le modèle que j'avais évoqué de Life tout à l'heure, l'essai photographique, ce qu'on a appelé l'essai photographique, et qui devient dominant dans Paris Match. Alors on peut penser, face à ce foisonnement aussi photographique de visages, de lieux qui n'ont pas grand-chose de sensationnel, on peut penser que c'est une manière pour Paris Match de combler l'absence de la photo, de la bonne photo au bon moment, et que c'est la quantité de photos, une forme de saturation visuelle de l'espace de la page, qui en quelque sorte essaye de satisfaire le désir de voir du lecteur, comme si la quantité de photos pouvait compenser, peut-être, l'absence de la bonne photo, de l'unique photo, de la bonne photo au bon moment. Une autre stratégie visuelle de Paris Match pour compenser ce problème temporel consiste à créer, donc, comme je l'ai dit, le film 2, c'est-à-dire le film de l'affaire, en proposant donc une suite d'images qui séquentialise le récit. Et je me suis rendu compte, j'en suis navrée, que là, pour le coup, sur mon PowerPoint, j'ai oublié, enfin, j'ai pas mis d'exemple de ces films 2, mais ils sont très récurrents dans le magazine. Alors, une fois analysé les premiers éléments du point de vue de la photo, je m'arrête, je fais un petit détour par le texte de ces faits divers, parce que le fonctionnement textuel fait écho à la grammaire iconographique des crimes dans Paris Match, et on va voir qu'il y a vraiment un effet de parallélisme entre les deux. Les récits textuels donc fonctionnent avec deux référents majeurs, le cinéma d'une part et le roman policier d'autre part. C'est-à-dire qu'en fait les affaires criminelles, les faits divers, sont représentés systématiquement par le prisme cinématographique et par le prisme littéraire, avec de nombreuses références à l'intérieur des articles, à des auteurs, à des personnages, à des films célèbres. Dans cette affaire ici, du crime de l'hôtel du théâtre, le 6 octobre 1951, Georges Reyer, qui signe l'article, cite Les Misérables à plusieurs reprises, puis va comparer l'héroïne, qui s'appelle Sylvie Paul, à Katharine Hepburn. Donc vous voyez qu'il y a à la fois un référent cinématographique, la comparaison à Katharine Hepburn, et un référent littéraire, puisque la référence aux Misérables ponctue l'article jusqu'à ce titre-là, dans une rue de Grenelle, Les Misérables survivent à Victor Hugo. Littérature et cinéma, donc, viennent relever l'intérêt du fait divers, qui semble jugé indigne par Georges Reyer, qui s'excuse dans l'article de raconter une affaire criminelle, mais cette affaire criminelle a quand même de l'intérêt parce qu'elle se rapproche des Misérables de Victor Hugo. Donc vous voyez, la littérature, le référent littéraire ou le référent cinématographique, sert en quelque sorte à rehausser le fait divers, à rehausser son intérêt, et fonctionne donc comme un argument d'autorité. Parce que ça ressemble ou que ça rappelle Les Misérables de Victor Hugo, Paris Match peut le représenter. C'est évidemment ici une stratégie pour parler des faits divers qui les intéressent quand même. Alors, autre exemple, dans l'affaire Lindecker, le 14 avril 1956, Jean Mézeret va comparer l'affaire à un film d'Hitchcock. Il va comparer l'affaire à un roman de Sherlock Holmes et à la collection Série Noire. Et on a une forme d'empilement des références dans cette affaire. Là, je vous ai juste mis le premier texte qui immédiatement dessous, le résumé. L'affaire Lindecker met en scène
Dans le mystère d'une banlieue de province, un ingénieur ténébreux, une jeune et belle morte, un chien et un chat seuls, témoins du crime, et 4 mains de paraffine qui contiennent peut-être la réponse. C'est un extraordinaire roman policier surgi du fait divers. Et à partir de ce canevas, du roman policier surgi du fait divers, on va donc avoir une triple référence, comme je l'ai dit, film d'Hitchcock, Sherlock Holmes et la collection Série Noire. On voit donc à travers cet exemple à quel point la cohérence des références convoquées n'importe peu, parce que là, bon, quand même, ça peut paraître un petit peu absurde, mais c'est finalement la multiplication des références à des personnages, à des auteurs, à des films, à des collections même, qui permet au lecteur, en quelque sorte, de se repérer et de reconnaître quelque chose dans cette affaire. Ici, autre exemple, c'est le dernier, le long article de Jacques Le Bailly, le 29 septembre 1956, repose sur la comparaison entre Adams Ogilvy et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je cite, « Il rejoignait dans un fait divers sordide le personnage à 2 têtes, qui perpétue dans la littérature anglaise, côté nuit et côté lumière, l'éternelle angoisse du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. » À cela s'ajoute, dans cet article, une allusion au film d'Alec McGuinness, tueur de dames, et une citation d'un journal, je cite, « Le News of the World, le plus important tirage du monde, 8 millions d'exemplaires, qui donne un compte-rendu méticuleux de tous les procès de la semaine, pourvu qu'ils soient scabreux. » Fin de citation. Donc vous voyez qu'ici, encore dans cet article, on a d'une part une référence littéraire, d'autre part une référence cinématographique, tueur de dames, et là s'ajoute une référence médiatique, et je reviendrai sur cet effet un petit peu de mise en abîme, de circularité, où le média renvoie à d'autres médias. Alors je pourrais multiplier les exemples, mais je ne vais pas le faire, parce que sinon ce serait trop long. Mais ce type de traitement des affaires criminelles est typique. On est dans le film 2, dans le roman 2, avec une saturation de références qui mélodramatise, qui sensationnalise en quelque sorte les affaires, dont les photographies, alors elles au contraire, ne sensationnalisent pas du tout et sont du côté documentaire, du côté de l'information. Enfin, un dernier exemple est important pour finir de dresser ce portrait robot du récit de crime dans Paris Match, c'est la dimension réflexive des articles et des photos. Alors, contrairement aux détectives des années 50, Paris Match, lui, reste très romantique dans sa manière d'héroïser ses reporters. Cela vaut pour toutes les rubriques de l'hebdomadaire, je l'ai dit tout à l'heure, cette héroïsation du reporter, mais ça vaut également pour les crimes et les affaires criminelles. Par exemple, dans l'affaire du médecin des veuves, le 26 décembre 1956, dans l'article signé Vic Vance et Michel Simon, les reporters de Paris Match étaient chez lui à le photographier quand Scotland Yard est arrivé. Vous le voyez, Scotland Yard a sonné chez le médecin des veuves pendant que nos reporters reçus chez lui le photographiaient. Autrement dit, Paris Match est arrivé avant Scotland Yard et Paris Match est plus fort que Scotland Yard. Bon. Autre façon de s'héroïser, ici, en avril-mai 1958, Jean Farand signe une très longue série de 4 articles sur la justice, sur ses erreurs et sur la nécessité de réformer la justice. Vous voyez encore à quel point le référent littéraire fonctionne, puisque là on a Crime et Châtiment comme titre de la série, et Jean Mézrette, ici, adopte une forme de poétique du dévoilement au carré, puisque non seulement le journal lève le voile sur les affaires, mais il lève le voile sur la justice qui elle-même s'occupe mal des affaires. Vous voyez, donc il y a une forme ici d'héroïsation maximale. Donc si... Non, pardon, pas encore. Je reviens. Pardon. Si je résume donc la typologie du fait divers dans Paris Match, on a donc 3 traits. Premier trait, des photos de lieux et de visages qui endossent une fonction documentaire et réaliste. Deuxième trait, des récits construits avec 2 modèles principaux, la littérature et le cinéma. Troisième trait, une dimension réflexive ou autoréflexive qui valorise le reportage lui-même et héroïse ses reporters. Alors j'en viens, pour voir comment ça fonctionne dans une affaire concrète, j'en viens à l'affaire Dominici, pour vous montrer comment cette typologie que j'ai définie en 3 points va s'incarner. Alors pour cette affaire, qui va prendre très vite, vous le savez, une ampleur nationale, qui va être écrite par Jean Giono, Salacrou, qui fera l'objet d'une mythologie de Roland Barthes, Paris Match va sortir le grand jeu. On a 15 articles très longs qui sont consacrés à l'affaire et toutes les vedettes du journal vont être tour à tour envoyées à l'URSS. Walter Caron, Isis, Jean Roy, Michel Descamps, Jean Mézrette, André Lacaze, René Vital, etc., etc.
Alors bien sûr, on sait que l'équipe de Paris Match, sa caractéristique, c'est sa mobilité, puisque tous les photographes peuvent aller partout, que ce soit prendre en photo des célébrités, aller sur le front, etc. Donc le fait qu'ils se trouvent tous à un moment donné à l'URSS ne fait pas vraiment n'est pas surprenante, puisque les photographes de Paris Match se représentent comme des baroudeurs. Donc rien d'étonnant à cela. Vous le savez, donc, ils vont tous défiler pendant l'année 52, au pic de l'affaire Dominici, jusqu'en novembre 53, quand Gaston est accusé par ses fils, Gustave et Clovis, que lui-même fait des aveux avant de se rétracter. Et même si Gustave va revenir sur l'accusation de son père, Gaston sera tout de même condamné, malgré le fait que sa culpabilité n'ait pas été tout à fait établie. Alors, les différents articles que Paris Match consacre à l'affaire reposent sur les caractéristiques que l'on a dégagées, les trois là, en fait, sauf une. Il y en a une qui ne figure pas, c'est la référence à la littérature et au cinéma, j'y reviendrai tout à l'heure, sinon tout le reste figure. Il y a bien des visages et des lieux, à commencer par celui de la petite fille Drummond, qui ici, c'est le premier article, étant plus grand que ses parents, ce qui évidemment augmente l'effet pathétique et le caractère tragique de l'affaire quand elle sort dans la presse. Les visages de la famille Dominici, comme vous voyez ici avec Gustave, vont revenir sans cesse dans le film de l'affaire, tout comme d'ailleurs leur maison et la fausse route, et la fameuse route, pardon, je vais y revenir. Mais voyez ici, sur la photo de droite, je vous lis la légende parce que je doute que vous la voyez. Sur ces photos, les enquêteurs cherchent la clé du triple assassinat de l'URSS. Ce qui est intéressant ici, c'est que les enquêteurs ne sont pas représentés comme allant sur le terrain, voir ce qui se passe. Ils sont représentés regardant la photo de Paris Match, en train de chercher une clé dans le journal. Donc vous voyez que c'est encore une stratégie pour se mettre en avant. C'est nous, reporters de Paris Match, qui allons permettre aux enquêteurs de résoudre l'affaire. De même ici, la route, la fameuse route de l'URSS est représentée des dizaines de fois dans Paris Match. Sur 150 mètres, la route de l'URSS est devenue le boulevard du crime. Et vous voyez encore à la fois des lieux et des visages. Toujours ce même principe. Alors les reporters de Paris Match, je l'ai dit, sont héroïsés. Ils enquêtent et font des découvertes pendant l'affaire qui vont, disent-ils, aider la police. Leur éthique professionnelle est irréprochable, puisque, disent-ils, ils renoncent parfois au scoop afin de ne pas troubler le travail des enquêteurs. On a ici deux exemples de cela, donc je vous les cite. Pendant 2 semaines, 2 reporters de Paris Match, André Lacaze et Philippe Giacobi, ont participé aux recherches ininterrompues de la gendarmerie et de la police. Ils ont recueilli, sur le plus mystérieux crime de l'après-guerre, des révélations exceptionnelles qui relancent l'affaire de l'URSS dans l'actualité la plus brûlante. Deuxième citation, la dernière révélation qu'apporte l'enquête des reporters de Paris Match est sans doute la plus sensationnelle. On a retrouvé sur les lieux du crime un objet qui appartient indiscutablement à l'assassin. Cet objet lui a été vendu entre février et août 52 par un colporteur qui l'a noté, comme il en a l'habitude avec tous ses clients, sur un carnet. Le carnet, qui contenait une centaine de noms, a malheureusement été perdu par son propriétaire. Mais le colporteur a déclaré à la police qu'il serait en mesure, le jour venu, de le reconnaître. Les reporters de Paris Match se sont engagés à ne rien préciser de plus sur ce rebondissement de l'affaire, car leur seul souci dans cette enquête a été de remplir leur mission d'informateur auprès du public, sans toutefois risquer de compromettre l'action de la justice. Donc vous voyez ici à quel point on a du texte qui, outre l'exemple de la photo que je vous ai montré, vient valoriser et survaloriser l'enquêteur de Paris Match. Alors le seul trait qu'on ne trouve pas dans l'affaire Dominici, ou presque pas, c'est le référent cinématographique et littéraire. Pour avoir lu l'intégralité des articles, je n'ai relevé qu'une comparaison, c'est celle du commissaire marseillais Sébeil à Maigret. Donc, je vous ai mis ici la citation. Ce mot, je ne sais pas pourquoi, me fit penser à Maigret. Un Maigret méridional, plus fin peut-être, plus nerveux, plus tourmenté, mais aussi simple et loyal, avec un même fond de droiture et d'honnêteté, et le même amour tranquille de son métier. Jamais les amateurs de romans policiers ne sont à même de voir d'aussi près un commissaire de la sûreté, travaillant avec ces hommes dans cette espèce d'intimité secrète qui fait le charme presque magique des intrigues policières.
Alors l'une des hypothèses les plus probables sans doute à cette absence de références littéraires et cinématographiques, hormis cet exemple, c'est que l'affaire, avec son mystère, se suffit à elle-même et que ses rebondissements et sa dimension rapidement nationale font qu'il n'y a pas besoin d'ajouter un référent fictionnel. L'affaire est assez romanesque pour rivaliser avec la fiction, au point que la route de l'URSS, d'ailleurs, devient vite un véritable site touristique, je cite, des guides s'offrent à conduire sur les lieux du crime. Et des files de voitures, vous le voyez, stationnent sur les bas-côtés. Donc Paris Match représente ici des curieux qui viennent donc, c'est la maison des Dominici au fond, qui viennent voir par eux-mêmes. Et vous voyez encore des lieux, des corps, toujours cette fonction documentaire. Je cite ici le texte à côté. Depuis 2 mois et demi, c'est un boulevard où manœuvrent des dizaines de voitures. Les parents descendent et se promènent avec leurs enfants, carrément. Ils vont reconnaître une cascade, un rocher de forme bizarre. Un soir, des touristes belges se sont même installés pour camper comme l'avaient fait jadis les Drummond. Ils ont été expulsés par la police. L'itinéraire du crime est balisé par des boîtes de cigarettes vides, des boîtes de sardines rouillées, des mégots, des papiers gras, par tous les dépôts que laisse chaque jour la marée des 500 voitures qui se sont arrêtées. Il y a même des mendiants. Au-delà du champ, le long de la voie ferrée, on voit rôder d'étranges personnages solitaires et pensifs. Ce sont des radiesthésistes ou des commissaires en retraite qui cherchent des pistes. Alors ce traitement de l'affaire Dominici est assez emblématique, je crois, du sensationnalisme façon Paris Match, et même peut-être du sensationnalisme des années 50, si l'on pense à ce qu'a montré Marie-Ève il y a 15 jours. Dans Paris Match, on ne trouve pas de sensationnalisme romantique, parfois un peu parodique, comme on le voyait dans les hebdomadaires des années 30. Du moins, on ne le voit pas dans les photographies. Le sensationnel, visuellement parlant, ne se loge pas du tout dans le spectacle du sang, dans l'hyperbolisation de l'horreur, etc. En fait, ce qu'on constate, c'est que peut-être que cela correspond, ce sensationnalisme plus discret, correspond peut-être à un trait d'époque qui privilégie un sensationnalisme de l'ordinaire, un sensationnalisme à l'échelle du couple, de la famille, des foyers, conformément aux valeurs qui dominent alors dans la société d'après-guerre. Et c'est le 3e point. Alors j'ai conscience que le temps presse un petit peu là, et que je vais essayer de résumer, d'aller un peu plus vite sur ce dernier point. Donc quand on explore Paris Match de manière cursive, comme je l'ai dit, on s'aperçoit vite que l'hebdomadaire invente une véritable signature, dans le sens où toute l'actualité est traitée d'une façon similaire. C'est-à-dire que ce que je viens de vous décrire pour les crimes, des visages, des lieux, etc., c'est exactement pareil qu'on décrive la soirée de telle célébrité ou autre. Les reporters, comme je l'ai dit, sont donc héroïsés. Vous voyez ici, donc je vous remets cette photographie-là. Le pingouin s'est mis au garde-à-vous devant le photographe. Vous voyez, à droite, c'est une auréole faite de sueur que le photographe a réussi à capter sur la tête du boxeur. Ici, c'est François Sommer qui vous raconte ses chasses photographiques avec des bêtes sauvages à bout portant. Où ici, évidemment, la photographie, l'appareil photographique est mis en avant. De même que, vous le voyez, le train ici à droite. Alors, toute cette manière de représenter, disons, différents sujets est également emblématique, si vous voulez, d'une actualité à l'autre. Comme je l'ai dit, donc des visages, des lieux, des exploits techniques, comme on le voit ici, vont concerner aussi bien le train que des boxeurs, qu'un voyage dans la savane ou autre. Or, cette nouvelle manière de représenter les sujets va bientôt se déporter sur les célébrités. Et ce que je voudrais faire dans ce dernier moment, là, rapidement, c'est de comparer le traitement des célébrités avec le traitement des criminels pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, les célébrités ne sont pas seulement représentées selon le régime de la photo chic, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des unes très valorisantes. Petit à petit, le journal va commencer à capter des instants plus ordinaires, avec une forme de logique de familiarisation et de rapprochement entre les célébrités et le lectorat. Par exemple, ça c'était encore une héroïsation du reporter, par exemple ici, les portraits d'Ingrid de Danemark et de son mari Frédéric IX sont, vous en conviendrez, tout à fait cocasses. Avec cette légende, elle a bu du champagne, il a bu de l'eau. Alors, même si on fait preuve de toute la prudence scientifique qui est nécessaire, etc., bon, c'est quand même difficile d'imaginer que ces 2 pages sont construites au 1er degré strictement.
Alors pourquoi avoir choisi ces étranges photos de ces deux personnages en train de boire avec une légende tout à fait plate? Il a bu du champagne, il a bu de l'eau, en gras, en gros sur la page, alors que vous le voyez, en haut et en bas, on aurait eu d'autres photographies nettement plus chic, nettement plus valorisantes pour ces deux personnages. Alors il me semble, mon hypothèse, c'est que c'est une façon paradoxalement décente de montrer des héros plus ordinaires, c'est-à-dire de les montrer plus proches du public, de les montrer dans des poses quotidiennes, dans des actions quotidiennes, boire, etc. Parce que cette manière un peu cocasse de représenter les vedettes est si vous voulez, est la seule manière de pouvoir les représenter dans des postures banales, ordinaires, communes, sans que cela soit choquant. C'est-à-dire qu'il y a l'humour ici, une certaine dimension humoristique, elle a bu du champagne, il a bu de l'eau, vient permettre une première quotidianisation, une première mise en récit du quotidien des individus. Alors progressivement, Paris Match va en effet œuvrer à une désacralisation de ces modèles qu'elle veut rendre plus humains, plus accessibles, plus proches. Et à partir de 1954, ce processus va s'accentuer. On voit ici des chutes, des gamelles. Vous voyez ici Fernandel qui va renoncer au ski parce que il se trouve ventre à terre dans la neige. À droite, c'est un cavalier qui est représenté en train de tomber. Et la chute, d'ailleurs, est qualifiée d'exploit photographique. Donc le photographe est valorisé d'avoir réussi à représenter la chute. Ces exemples sont multiples et sont le signe d'une époque, si vous voulez, de chute des héros. Les cyclistes, les boxeurs, les cavaliers, etc. se mettent à tomber au sens propre et évidemment au sens figuré. On peut s'arrêter là un instant sur cette série qui est quand même très étrange, de Katharine Hepburn, en train de tomber à Venise, dans les eaux vénitiennes. On a donc, en filmant Venise, Katharine Hepburn perd l'équilibre. Vous avez 3 photos ici. Et encore 4 photos ici. Donc on détaille véritablement sa chute. Or, bon, tout est fait au départ pour que le lecteur croie que c'est une véritable chute de l'actrice dans les eaux de Venise, même si évidemment en tournant la page, on apprend qu'il ne s'agit pas du tout de cela, mais d'une scène dans le film La saison d'été. La trivialité ici est fabriquée. Et s'agissant d'une scène de cinéma, les jambes à l'envers, pour le lecteur, ne sont pas vraiment celles de l'actrice, mais celles du personnage qu'elle joue dans le film. Donc de la même façon que dans l'image précédente, elle a bu du champagne, il a bu de l'eau, c'était la médiation par l'humour. On rend possible, si vous voulez, de représenter la désacralisation des héros par l'humour. Ici, c'est la médiation cinématographique qui rend la chose possible. Mais la dimension, en fait, humoristique, va devenir de plus en plus ambigu au fil de la décennie jusqu'à disparaître. Et c'est l'usage du téléobjectif qui va permettre de prendre des photos à distance et ouvrir la porte aux photos volées, aux instants captés à l'insu des personnes observées. Le téléobjectif donc, va permettre, si vous voulez, va avoir pour conséquence l'entrée dans une nouvelle ère qui est la photo volée à l'insu des personnes représentées. À l'été 55, vous le voyez là, au téléobjectif, les vacances des époux Rossellini sont l'occasion de montrer au lecteur de Paris Match le potentiel de cet appareil appliqué à la vie des célébrités. Une scénographie inédite apparaît, celle de la transgression et de l'interdit, totalement absente des colonnes de Paris Match auparavant. Voici la légende, une surveillance étroite protège la villa et sa plage privée contre les indiscrets, et c'est au téléobjectif que notre reporter a réussi à prendre ses photos de la baignade familiale. Donc vous voyez ici, ça y est, on a franchi un cap. Paris Match va entrer dans l'ère des paparazzi et de la pipolisation de l'information. Donc dans les années 50, pourquoi cela pourquoi à ce moment-là? On peut penser que dans les années 50, la paix s'installe, la vie privée se développe, en même temps que le souci de l'épanouissement personnel. Le temps des grands héros est en train de passer et le régime libéral favorise l'individu moyen et le consommateur. Les célébrités, donc, sont logiquement ramenées à leur vie ordinaire, à leurs gestes triviaux, à leurs corps imparfaits. La désacralisation des héros est aussi une forme d'humanisation, d'incarnation, qui passe par leur quotidianisation, en fait, finalement assez démocratique. Bon. Les célébrités et les anonymes se valent, et Paris Match le dit indirectement avec certaines photographies qui vont créer une sorte de nous démocratique, là, qui est une illusion bien sûr, mais qui est leur manière de faire. Nous l'avons comme Chaplin, ici à gauche c'est Chaplin, chez lui, sous sa douche, et nous mangeons dans des positions pas toujours chics, comme Maria Callas,
comme Maria Callas à droite. Alors si j'ai développé, je vais finir là-dessus, si j'ai développé cette idée de proximisation des vedettes par la photographie, plus proches parce qu'elles sont plus banales, c'est qu'il me semble qu'il en va de même pour les criminels et pour les victimes dans Paris Match, mais alors avec un effet complètement inverse. Les vedettes, qui sont lointaines a priori, sont rendues plus proches et familières au lecteur, ce qui lui procure un sentiment de plaisir, de confort, peut-être un confort mêlé un peu de moquerie. Finalement, telle vedette est aussi banale que nous. Quand elle ouvre la bouche avec une fourchette, voilà, elle n'est pas aussi chic que comme on la voit d'habitude. Bon. Les criminels, eux, a priori, sont lointains également, mais pour des raisons morales. Enfin, sauf si on tombe sur des lecteurs particulièrement pervers, mais disons que si on prend... Les criminels sont lointains et ils vont être rendus plus proches et familiers au lecteur grâce aux photographies, comme on l'a dit, grâce à ces photographies qui montrent leur visage, mais inversement, cela va produire chez le lecteur du déconfort, de l'inquiétude. Le criminel est peut-être près de chez nous, son visage ressemble à celui du voisin, la victime ressemble à ma sœur, à ma fille, etc. Vous voyez ? Donc c'est l'articulation finalement entre la création d'une proximité d'une part et l'effet d'inquiétude d'autre part qui va finalement donner naissance à ce sensationnalisme de l'ordinaire, un sensationnalisme qui produit ce que j'ai appelé une inquiétante trivialité, c'est-à-dire quand l'inquiétude émerge de ce qui est trivial, de ce qui est banal, de ce qui est à côté de chez moi ou près de chez moi. Les photographies, donc, fonctionnent à l'inverse du texte. Elles vont banaliser les criminels, elles vont rendre triviales les affaires, là où les récits, on l'a vu, s'appuient sur les fictions cinématographiques, le roman policier, etc., et vont donc au contraire les dramatiser. Autrement dit, là où les rédacteurs écrivent des romans piquants, des romans plaisants, inversement, les photographes rendent triviaux des visages de criminels dont la familiarité inquiète. C'est là qu'est le sensationnel, la forte impression, la surprise, le crime sur des visages tout à fait communs et sur des routes aussi banales que la route de l'URSS. Donc le sensationnel dans Paris Match ne réside pas vraiment dans les romans policiers, puisque avec les références constantes qui sont faites à tel ou tel romancier, telle ou telle collection, finalement on a un effet de déjà-vu, un effet de reconnaissance. Or, le déjà-vu ne produit pas le sensationnel au sens fort, la forte sensation. Le récit se veut sensationnaliste, mais il ne produit pas vraiment de sensationnel, enfin à mon avis. Dans les affaires criminelles de Paris Match, ce sont les visages et les lieux passe-partout qui portent le véritable discours sensationnel avec l'effet finalement produit par cette inquiétante trivialité. Alors pour essayer de vous convaincre de ça, j'ai deux exemples pour terminer, pour comparer le visage de Gaston Dominici d'une part, tel qu'il est représenté dans Paris Match, et d'autre part, le fameux portrait robot qu'a dessiné Angelo Di Marco. Alors ici, dans le très long article du 30 mai 59, le reportage de Jean Lagache, Jean Tesser et Roger Pichery est intitulé « Le robot habité au 13 », selon une rhétorique très roman policier. D'ailleurs, on note la première phrase « Nous parlons à regret d'un fait divers ». Et on voit encore, nous parlons à regret d'un fait divers, la réticence que j'ai évoquée tout à l'heure de Paris Match à considérer les affaires criminelles comme des faits divers. Le dessin de Di Marco, la photo de Trébert, vous le voyez, sont juxtaposés avant les photos suivantes où vous le voyez au milieu, ce sont des photographes qui sont représentés avec un appareil photo en gros plan, tandis qu'à droite, la photo joue sur la mise en abîme puisqu'on a un homme qui lit un journal sur lequel figure le portrait robot qui est établi par un journaliste et non pas par un policier. Donc on a encore ici l'idée que c'est un journaliste qui va faire progresser l'affaire. Or, c'est le père Trébert, ici à droite, dit la légende, qui est représenté, le père de l'accusé, qui a accepté de poser. Donc, puisque là, il pose, c'est pas une photo instantanée. Dans le texte, les recettes du roman policier construisent le récit, et l'accusé serait même allé voir au cinéma Crime et Châtiment. Vous voyez, le cinéma de la rencontre, projeté, Crime et Châtiment, et le Trébert, fils, aurait été reconnu ici par une dame, etc. Le mot de la fin, c'est le petit texte à droite, bon, je pense que vous n'y voyez rien, mais le petit texte à droite, c'est le fin mot de l'histoire, qui est laissé au discours médical, c'est-à-dire un docteur en psychiatrie, qui diagnostique la monstruosité de Trébert, et ce docteur, le texte insiste en disant qu'il s'appelle l'ogre. Donc on a comme ça tout un faisceau, vous voyez, d'éléments qui, dans ces quelques pages, montrent finalement que cette affaire est construite comme une fiction policière
qui exhibe sa fictionnalité, qui exhibe le fait que c'est une construction journalistique en montrant ses rouages. Le dessin est fait par un journaliste, les photographes sont représentés avec l'appareil en gros plan, le journal lui-même est représenté, et on a de grosses ficelles, hein. Il était allé voir au cinéma Crime et Châtiment, qui sont mises en évidence. L'affaire, donc bien réelle, est pourtant traitée comme une fiction, et produit un plaisir de lecture de l'ordre de la reconnaissance chez le lecteur, reconnaissance du roman policier, reconnaissance du journal lui-même, etc. En revanche, si on regarde les photos de Gaston Dominici, elles sont, elles, publiées à l'inverse, de manière complètement brute, sans aucun effet fictionnalisant, c'est-à-dire sans référence littéraire et cinématographique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas affaire à un personnage ici, comme c'est le cas avec le portrait robot dessiné, mais à la personne dans toute sa banalité. D'ailleurs, la phrase de Giono, hein, qui suit l'affaire, hein, « J'en connais 100 des Dominici », revient fréquemment sous la plume des journalistes de Paris Match. Alors pour une fois, l'écrivain, en fait, n'est pas convoqué pour mettre en valeur la fiction, mais Giono est convoqué comme attestation du caractère commun et banal, stéréotypé même, de Dominici sur les terres de Provence. C'est-à-dire que l'écrivain ne sert pas à fictionnaliser, là, il sert à montrer que Dominici est tout à fait banal. Le renversement est total par rapport aux habitudes. L'effet produit ici par les photos est bien celui d'une inquiétante trivialité. Le visage de Gaston et sa famille, à droite, sont d'autant plus inquiétants et produisent une sensation d'autant plus forte qu'ils sont ordinaires, communs, et que rien ne les distingue a priori dans l'espace de la photographie. Le procédé sera le même avec l'affaire Montesi. Ah, elle n'y est plus. Ah si, elle est là. Avec l'affaire Montesi, qui défraie la chronique italienne en 1957, et dont voici les visages, les Montesi. Ils posent pour notre reporter, mais restent impénétrables. C'est exactement le même principe qui est mis en avant, une photo brute, qui, par son caractère banal, est censée produire la forte sensation, l'étonnement, l'intrigue, etc. Donc pour conclure rapidement, les photos chocs et les images sensationnelles dans Paris Match ne sont pas forcément celles que l'on croirait a priori, et deux régimes du sensationnalisme coexistent dans l'hebdomadaire tout au long de la décennie 50. Premier régime, le sensationnalisme qu'on dira romantico-technique, qui met en valeur l'exploit du reporter, une forme de kairos photographique. On est là au bon endroit, au bon moment, et on fait la photo qui marche. Deuxième régime, le sensationnalisme naturalo-ordinaire, qui articule la fonction documentaire de la photo de presse à la trivialité. Dans le cas des vedettes, leur représentation triviale les désacralise et produit un plaisir de familiarité avec le lecteur. Dans le cas des criminels, c'est le contraire. Leur représentation triviale les rend d'autant plus mystérieux et produisent une inquiétude liée elle aussi pourtant à la familiarité. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.